En 1890, le mathématicien Giuseppe Peano prouva l'un des théorèmes les plus stupéfiants de l'histoire. Ce théorème dit qu'il est possible de colorier parfaitement un carré avec un crayon infiniment fin, un crayon qui ne colorie qu'un point mathématique à la fois. Ou dit autrement, il existe une courbe mathématique, appelée courbe de Peano, qui colorie tous les points du carré. Pour construire l'un des objets les plus mystérieux des mathématiques, Peano partit d'une tentative désespérément ratée. Cette tentative, c'est la courbe à l'écran. Très clairement, elle ne colorie pas du tout le carré. Mais Peano pensa qu'il s'agissait d'une bonne base. Appelons-le le motif 0. Il copia-colla ensuite 9 fois le motif 0 pour recouvrir plus d'espace. Puis il tourna certains de ces motifs de sorte que l'on puisse désormais lier bout à bout les 9 copies du motif. C'est mieux, mais on est encore très loin d'avoir colorié tous les points du carré. Peano se rendit compte que, comme sa tentative initiale, cette seconde tentative commence en bas à gauche et finit en haut à droite. Du coup, cette fois, c'est ce motif 1 qu'il copie-colle 9 fois. Comme précédemment, il tourne ceux qui sont en haut, en bas, à gauche et à droite, puis joint les bouts pour faire de tout ça un tracé de coloriage. Encore une fois, on obtient un tracé que je vais appeler le motif 2 de Peano, qui commence en bas à gauche et qui finit en haut à droite, si bien que l'on va pouvoir répéter notre opération de démultiplication du motif pour obtenir un motif 3 et ainsi de suite. Alors bien entendu, à l'instar des motifs 0, 1, 2 ou 3, chaque motif n ne colorie qu'une fraction infime des points du carré. Mais comme vous vous y attendez sans doute, l'astuce géniale de Peano était de considérer le motif infini, c'est-à-dire le motif que l'on obtient après une infinité de motifs. Ce motif infini, c'est ce que l'on appelle la courbe de Peano. Alors dit comme ça, on pourrait croire que la courbe de Peano est quelque chose de mal défini, et même qui est assez absurde de considérer qu'il existe un motif infini. Heureusement, à l'époque de Peano, la rigueur de Bolzano, Weierstrass et Cantor, dont on a déjà parlé dans les épisodes 7 et 9, permirent de mieux comprendre comment considérer la limite des motifs de Peano. Ceci étant dit, plutôt qu'étudier la courbe de Peano, je vous propose d'étudier celle de Hilbert. En gros, la courbe de Hilbert, c'est la même idée que la courbe de Peano. En fait, Hilbert était un gros copiteur. Mais il a quand même su simplifier les idées de Peano. Plutôt que de faire 9 copies à chaque fois, il n'en demande que 4 et ça permet un peu de simplifier le raisonnement. Le motif 0 de Hilbert commence en bas à gauche et finit en bas à droite. Grâce à cette astuce, Hilbert put construire le motif 1 avec uniquement 4 copies du motif 0 en tournant les deux motifs en bas. En reliant ensuite les motifs, il obtient alors un motif qui, encore une fois, commence en bas à gauche et finit en bas à droite. Du coup, comme pour les motifs de Peano, on peut répéter cette construction pour construire le motif 3 de Hilbert et ainsi de suite. À l'infini, on obtient alors la courbe de Hilbert. Du coup, le motif n de Hilbert est un carré 2 par 2 de motif n-1 et chaque motif n-1 est un carré 2 par 2 de motif n-2 et ainsi de suite. En fait, on voit que le motif n de Hilbert va être un quadrillage 2 puissance n par 2 puissance n de motif 0 de Hilbert. Revenons-en maintenant au motif 0 de Hilbert. On peut choisir la vitesse à laquelle on parcourt ce motif de sorte que l'on passe un quart de notre temps dans le carré en bas à gauche, puis un quart de temps en haut à gauche, puis un quart en haut à droite, et enfin le dernier quart de temps en bas à droite. Passons maintenant au motif 1. Là encore, on peut adapter notre vitesse de coloriage de sorte que le temps que l'on passe dans chacun des carrés du quadrillage 4 par 4 soit le même, et ainsi de suite pour les motifs supérieurs. On a donc défini une vitesse de coloriage pour chaque motif n. Et bien, ce qui va être génial, c'est que la vitesse de coloriage du motif n va être compatible avec les vitesses de coloriage des motifs précédents. En effet, peu importe le motif n que l'on considère, la vitesse à laquelle on parcourt le motif n est toujours telle que le premier quart du temps, on soit en train de colorier le carré en bas à gauche, puis le deuxième quart du temps, on colorie celui en haut à gauche, puis le troisième quart du temps, on colorie celui en haut à droite, et enfin le dernier quart de temps est passé dans le carré en bas à droite. Et cette propriété reste vraie à l'infini. Lorsque l'on colorie le motif infini, on sera en train de colorier le carré en bas à gauche pendant le premier quart du temps. De même, le premier 16e de temps est passé dans le carré en bas à gauche et le premier 64e de temps, lui, est passé dans le tout petit carré en bas à gauche.
Et ça veut dire que si je colorie la courbe de Hilbert et que je considère un instant t de coloriage de la courbe de Hilbert, en fonction des décimales en base 2 de t, je saurais exactement quel point du carré je serais en train de colorier à ce moment donné. Oula, je sens qu'un petit crash course sur les nombres à virgule en base 2 est nécessaire. En base 2, on a le droit d'utiliser que deux chiffres, le 1 et le 0. Tout nombre entre 0 et 1 s'écrit du coup forcément 0, une suite de 0 et de 1. D'ailleurs, c'est comme ça que vos ordinateurs et smartphones comptent. Prenons un exemple. Considérons le nombre 0,1001011 et ainsi de suite. Le premier chiffre après la virgule est un 1. Ça veut dire que ce nombre est plus proche de 1 que de 0. Ou autrement dit, il est plus grand que 1,5. Puis, le chiffre suivant est un 0, et ça veut dire qu'on est plus proche de 1,5 que de 1. Ou autrement dit, le nombre est plus petit que 3/4. On a ensuite un 0, ce qui veut dire qu'on va être à gauche de la séparation à mi-chemin entre 1,5 et 3/4. Ou autrement dit, on va se retrouver entre 1,5 et 5/8. Et ainsi de suite. Eh bien, je prétends que si on me donne les 2n premières décimales d'un instant t, je suis capable de savoir exactement quel carré du quadrillage 2 puissance n par 2 puissance n on est en train de colorier à l'instant t. Reprenons l'exemple de t égale 0,1001011. Les deux premières décimales me disent que t est entre 2/4 et 3/4. Du coup, je sais qu'à l'instant t, je suis en train de colorier le carré en haut à droite. Puis, les 4 premières décimales me disent que t est entre 9/16 et 10/16. Du coup, je serai en train de colorier le carré tout en haut, milieu droite du quadrillage 4×4. Et ainsi de suite. En fait, à l'infini, je serais même infiniment précis sur la localisation du point que je suis en train de colorier à l'instant t. Et ça devrait vous convaincre qu'à chaque instant, la courbe de Hilbert colorie un et un seul point. Autrement dit, la courbe de Hilbert est bien définie, et qui plus est, on sent que le coloriage par la courbe de Hilbert du carré se fait de façon continue, c'est-à-dire qu'on pourra suivre la courbe de Hilbert avec un crayon infiniment fin, sans jamais lever le crayon. Mais bon, ça, je laisse les post-bac parmi vous essayer de le démontrer. Mais le truc fou avec la courbe de Hilbert et la courbe de Peano, ce n'est pas le fait que l'on puisse définir des motifs infinis, c'est surtout que ces motifs infinis colorient bel et bien tous les points du carré. Prenons n'importe quel point du carré. Ce point est forcément dans l'un des carrés du quadrillage 2×2. Dans notre cas, c'est celui en bas à droite. Du coup, l'instant t où je passerai par ce point sera forcément entre 3/4 et 4/4, ou autrement dit, l'écriture décimale de t commence par 0,11. Ensuite, dans le quadrillage 4×4, il est en haut à droite du carré que l'on vient de définir. Or, les instants t où on passe par ce carré-là sont les instants t entre 12/16 et 13/16. Et ça veut dire que l'écriture décimale en base 2 de t commence par 0,1100. À l'infini, en suivant ce procédé, on construit donc un nombre t qui est égal, dans notre cas, à 0,110001 et ainsi de suite. Eh bien, on peut vérifier qu'à cet instant t précis, on est effectivement en train de colorier le point que j'avais choisi de façon arbitraire dans le carré. On vient de prouver que si on prend n'importe quel point du carré, alors on peut déterminer un instant t où on est en train de colorier exactement ce point du carré. Et ça montre bien que tout point du carré est colorié à un instant ou à un autre par la courbe de Hilbert. Et comme vous pouvez l'imaginer, tout ce que l'on vient de prouver pour la courbe de Hilbert peut se prouver de façon similaire pour la courbe de Peano, même si pour la courbe de Peano, c'est plus utile de raisonner en base 3 ou en base 9. Avant-dernière chose, on peut généraliser la courbe de Hilbert pour la prolonger sous forme de spirale et colorier ainsi non seulement tous les points du carré, mais aussi tous les points du plan. C'est trop fou. Et on peut même faire des généralisations de ce procédé pour colorier tous les points de l'espace, c'est-à-dire faire une courbe qui remplit l'espace 3D, et même des espaces de dimension n si on veut. Enfin, dernière chose, vous commencez peut-être à vous habituer, mais c'est toujours surprenant. Cette courbe de Hilbert, cet objet mathématique, ce délire de mathématicien, a des applications totalement inattendues, qu'on n'avait pas du tout prévu, notamment en informatique. Pour par exemple encoder des images, on peut encoder pixel par pixel, et l'ordre dans lequel on parcourt les pixels, plutôt que suivre un serpent, c'est beaucoup plus intelligent de lister les pixels selon l'ordre donné par la courbe de Hilbert. Notamment parce que si on veut faire des mises à l'échelle après, on peut utiliser les propriétés de similarité d'échelle de la courbe de Hilbert. Comme on l'a vu, chaque motif n plus 1 de la courbe de Hilbert ressemble quand même pas mal au motif n. Et ça veut dire qu'on va avoir des bonnes propriétés
continuité de notre façon de représenter une image si, au lieu de lister les pixels ligne par ligne, on les liste selon l'ordre donné par la courbe de Hilbert. Bref, j'ai l'impression de le répéter à chaque épisode, mais je trouve ça quand même super cool à répéter. L'infini, c'est super déroutant. La dernière fois, on a parlé de l'analyse de Fourier, des sinus et des cosinus, et Valentin Drop me signale qu'il a eu du mal à visualiser ce que je faisais avec mes mains quand je disais que le sinus était étalé infiniment. Et bon, je suis désolé, j'aurais dû mettre des images. Donc voici quelques images d'un sinus. Vous voyez que le sinus, il ne faiblit pas à l'infini, il prend toujours ces mêmes oscillations. Vous imaginez que si c'est quelqu'un qui saute selon ces oscillations, il ne faiblit pas à l'infini, il ne va jamais se calmer. Et ça veut dire qu'il ne peut pas être écrit comme une intégrale de Fourier. Et en particulier, on ne peut pas vraiment prendre la transformée de Fourier du sinus. Bon. À l'inverse, si on regarde la courbe du sinus cardinal, le sinus cardinal, c'est le sinus de x divisé par x. On voit que c'est un truc qui va se calmer à l'infini. Ça va se calmer d'ailleurs assez doucement à l'infini. Donc on va avoir une transformée de Fourier du sinus cardinal, mais ça va pas avoir toutes les très bonnes propriétés de dérivabilité et tout ça. Par opposition, si je prends une courbe gaussienne, bon ça oscille pas. Bon, je peux multiplier par un sinus ou par un cosinus pour faire en sorte que ça oscille. La gaussienne qui oscille comme ça, c'est un objet ultra important en fait dans la physique théorique, notamment quand on essaie de décrire un photon. En fait, un photon, ça va être souvent un paquet d'ondes. Et bien typiquement, la gaussienne, c'est une courbe qui est très gentille dans le sens où elle va vraiment disparaître très rapidement à l'infini. On va quasiment plus rien avoir à l'infini. Et ça veut dire qu'elle se prête très bien à l'analyse de Fourier. Bob Marley nous fait remarquer qu'il y a beaucoup de liens entre l'analyse de Fourier et la musique. Et en effet, il y a une superbe vidéo de Science Étonnante sur la mécanique quantique où il parle de ce lien profond entre l'analyse de Fourier, la mécanique quantique et la musique. Et notamment, comme le dit Bob Marley d'ailleurs, on peut utiliser Audacity, un logiciel libre, pour calculer les transformées de Fourier. Et c'est ce que fait d'ailleurs David dans sa vidéo. Il y a plusieurs années, j'avais aussi fait une vidéo à moitié en anglais, même à 3/4 anglais, sur The Physics of Head Massages, qui sont, vous savez, les trucs pour faire un massage de tête. Là. Et en fait, en faisant joujou avec ça, je me suis rendu compte que ça illustrait très bien un phénomène qu'on appelle la résonance. Et la résonance, c'est un outil ultra utile si on veut calculer des transformées de Fourier. En fait, nos cils utilisent des phénomènes de résonance pour calculer la transformée de Fourier du son que nos oreilles entendent, et c'est pour ça que quand on entend quelqu'un parler, on entend très bien sa voix, on n'entend pas juste un brouhaha avec le volume, on entend vraiment des notes, des fréquences de son distinctes. Autrement dit, nos oreilles effectuent des transformées de Fourier à tout instant, et ça c'est quand même méga trop la classe. Et ça fait dire à Bob Marley qu'il trouve ça surprenant, moins que j'ai du mal vraiment avec l'analyse de Fourier, je trouve ça vraiment difficile, alors que ça a l'air super concret. Ce que je dirais, c'est que c'est pas parce qu'on est familier, parce qu'on voit quelque chose au quotidien qu'on le comprend vraiment. Même faut faire assez gaffe, il y a pas mal de trucs que l'on rencontre au quotidien qui sont en fait incroyablement difficiles à comprendre. Et Villani, notamment Cédric Villani, donne souvent l'exemple du problème de la transition de phase. Donc on voit souvent des glaçons fondre, par exemple quand on les met dans le pastis. Eh bien le changement d'état, le passage de solide à liquide est quelque chose que, en tout cas Cédric Villani dit régulièrement, qu'il s'agit d'une question qui n'est vraiment pas comprise mathématiquement et que c'est vraiment un problème mathématique difficile de comprendre comment cette transition de phase intervient. Alors je connais pas très bien le domaine, mais je mettrais facilement plusieurs pièces à parier que c'est intimement lié à de l'analyse de Fourier. Étienne Dino, qui a sans doute vu toute ma série sur la relativité générale, nous pose la question des applications de la géométrie euclidienne à la vie réelle, puisqu'on a l'impression que la vraie géométrie de toute façon est non euclidienne. Donc est-ce que la géométrie euclidienne existe vraiment dans notre monde? Et là j'ai une réponse un petit peu saugrenue, mais incroyablement folle, je trouve à mon sens, à cette remarque. Oui, la géométrie euclidienne est très utile dans plein de domaines de la physique et des mathématiques et de l'informatique et de tout ce que vous voulez. Mais je dirais même que la géométrie euclidienne est particulièrement utile en analyse de Fourier. En fait, faire de l'analyse de Fourier, c'est travailler dans un espace euclidien. En fait, c'est même beaucoup plus facile, à mon sens en tout cas, de comprendre l'analyse de Fourier quand on essaie de raisonner sur l'analyse de Fourier d'un point de vue purement géométrique, d'un point de vue de géométrie euclidienne. Notamment, en fait, faire un phénomène de résonance et détecter juste une fréquence, ça correspond à ce qu'on appelle une projection orthogonale. Et notamment, pour prouver les trucs de projection orthogonale, on peut utiliser le fait que le carré d'une hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés opposés, si et seulement si il y a un angle droit entre les côtés opposés.
c'est le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore est en fait super utile en analyse de Fourier. Et même il y a une généralisation de l'analyse de Fourier et de la géométrie euclidienne qu'on appelle les espaces de Hilbert, dans lequel encore une fois on a une version du théorème de Pythagore. Et tout ça, c'est au cœur de la mécanique quantique. Si vous voulez expliquer pourquoi les électrons restent autour des noyaux des atomes et pourquoi est-ce qu'ils ont des orbites et tous ces systèmes d'orbites avec des liaisons covalentes, tout ça, toute la chimie, quoi. Tout ça, ça s'explique par des histoires de théorème de Pythagore et de géométrie euclidienne. Ce que je trouve assez fou, quoi. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Donc là, ça fait plusieurs épisodes qu'on voit des trucs très bizarres avec l'infini. Dans le prochain épisode, on va en voir 7 d'un coup, si je ne me trompe pas, si je change pas d'avis sur ce que je rajoute et ce que j'enlève. Et puis ça me fera ma première vidéo top 7 de quelque chose. Si vous voulez en savoir plus sur les applications des courbes de Hilbert à l'informatique, qui utilisent aussi d'ailleurs l'analyse de Fourier, il y a cette superbe vidéo de 3 Blue 1 Brown. Et puis si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter et à le partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. This connection between the infinite and finite worlds seems to be more of a rule than an exception in math. Another example that several astute commenters on my Inventing Math video pointed out is the connection between the divergent sum of all powers of 2 and representing -1 in a computer with a bit string. So this is a 3D printed sculpture that shows this construction. At the very top, you've got the original curve. And then, well, so you can see there's like a band here. That's just a sort of intermediate band, but then the next band down, so 2 down, is the next step of the sequence.